Bonjour, c'est Christelle Cronier pour le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% aspirant, 100% sociétal, 100% optimiste et zéro censure. Avec ce podcast, vous êtes avec nous au cœur de notre rédaction et de nos entretiens. Vous nous suivez sur les plateaux télé, dans les événements que nous organisons, dans nos coups de téléphone les plus intimes, nos rendez-vous dans les cafés, les bureaux ou les ministères. Tenez-vous prêts, car vous entrez dans notre cercle de confiance. Aujourd'hui, coup de téléphone à Lisa Nakam, directrice générale des chaussures Jonac, que toutes les influenceuses s'arrachent. En charge de la stratégie numérique, Lisa a misé sur une communication 100% digitale depuis son arrivée en 2012 dans l'entreprise créée par son père, Marcel Nakam. En fait, quand vous êtes arrivé avec votre frère, vous avez misé sur une communication 100% digitale ? Alors oui, donc si vous voulez, il y a à peu près 12 ans, on a rejoint donc l'entreprise familiale qui était gérée par mon père et sur lequel en fait, dans laquelle le mot communication n'existait pas. En fait, si vous voulez, historiquement, mon père était très il avait une approche un petit peu à la Zara d'ailleurs, qui était de se dire c'est mes magasins, mais comme j'ai une cible très large, je ne communique pas pour ne pas qu'une cliente puisse ne pas se retrouver dans ma communication. Le fait en fait de mettre un visage, de mettre tout ça, ça l'obligeait en fait à choisir une partie de sa cible. Et comme on a une cible qui est vraiment très large, on essaye vraiment de chausser de la petite jeune au lycée jusqu'à la dame de 70 ans. Oui. C'était compliqué en fait de décider dans toute cette offre qui convient donc à la fois à des filles super modernes, super mode et à des gens plus classiques, vraiment voilà. Donc lui avait fait le choix de ne pas faire de com pendant une trentaine d'années. Et effectivement, donc quand j'ai rejoint l'entreprise, pour moi ça a été alors donc mon frère et moi on fait pas exactement la même chose. Mon frère est vraiment sur la partie retail, il gère les magasins. Oui. Et donc moi je suis sur la partie digitale. J'avais une vision qui était de me dire en fait les outils du digital vont nous permettre de nous adresser à différentes typologies de clientes, et comme tu peux parler en fait à ta cliente en la connaissant un petit peu mieux, tu vas pouvoir t'adresser à elle. C'est-à-dire qu'en fait quand tu parles sur TikTok, tu sais que tu t'adresses à une clientèle qui est plus jeune. Oui. Donc en fait à la limite pousse-lui les produits les plus jeunes, les plus branchés, etc. Peut-être les moins chers, etc. Et en fait, en fonction de l'endroit sur lequel on communique, comme les cibles de ces endroits ne sont pas les mêmes, on va pouvoir effectivement aller pousser des choses différentes. Et donc, en fait, on arrive à faire à la fois ce que moi, je trouvais être un petit peu dans l'air du temps, sans être complètement en décalage avec votre père. Avec la vision de mon père, voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne disait pas non mais t'inquiète, l'idée c'est vraiment de se dire mais t'inquiète pas, parce qu'en fait la dame de 60 ans elle va jamais la voir, la campagne TikTok qu'on a fait, tu vois, voilà. Oui. Et c'était vraiment comme ça qu'on l'a travaillé. Et la cible d'Instagram par exemple, c'est quoi comme tranche d'âge? Alors Instagram, donc c'est assez c'est vraiment assez vaste pour le coup, puisque c'est plus c'est presque devenu le Facebook de l'époque. Donc la cible est large, mais par contre à travers l'influence on la travaille, c'est-à-dire que en fait chez nous on a vraiment industrialisé l'analyse de l'influence. C'est-à-dire que quand on travaille avec une blogueuse et qu'on va lui offrir une paire de chaussures, on n'offre pas n'importe quoi à n'importe qui. Si vous voulez, si on travaille avec une influenceuse qui a 18 ans, ses followers ils vont avoir à peu près le même âge, clairement on va lui pousser les produits qu'on veut pousser à la cible qui a entre 15 et 20 ans, ouais. Si vous voulez. Et donc si vous voulez, on va les photos qu'on va faire, les produits qu'on va pousser à ces gens-là, ça va être des produits plus mode. Par contre, nous, sur notre feed à nous, sur notre Instagram à nous, on va être très généraliste et on va faire de tout, de manière à ce que tout le monde s'y retrouve. Et d'ailleurs, la façon dont est géré notre Instagram, c'est très particulier, c'est-à-dire qu'en fait, on montre pas un catalogue. Il y a des produits, mais en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, oui. Sur un post sur deux, c'est du lifestyle en fait. Oui. On poste un plat, un paysage, de l'architecture, des choses qu'on aime bien en fait, un mood de nana. Alors parfois on peut être, voilà quoi, des fois on est juste de mauvaise humeur, on s'est disputé avec notre copain, et on peut poster un mood dans ce sens-là, quoi.
Donc voilà, donc oui, effectivement, vraiment, nous, notre Insta à nous, c'est effectivement un média sur lequel on veut montrer notre univers. Et par contre, donc l'utilisation de l'influence, c'est quelque chose qui s'est fait beaucoup dans l'analytique. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment un pôle marketing qui fait une analyse sur chaque influenceuse, sur tout ça, pour en fait ne pas donner des choses dans le vide, en fait. Et je pense que là-dessus, c'est ce qui a été fait pendant longtemps, mais c'est aussi ce qui permet d'avoir une vraie affinité entre le produit qu'on donne, entre l'influenceuse qui le porte, entre les gens qui la suivent. Oui. C'est ce qui fait que ça fait quelque chose d'assez naturel. Et puis surtout, c'est ce qui donne parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous voulez, quand vous regardez, quand vous tapez #Jonac, oui. Vous avez quelques milliers de publications. Et en fait, 95% de ces publications ne sont pas sponsorisées. En fait, c'est-à-dire qu'on n'a jamais payé qui que ce soit. Ah oui, c'est vrai. Des personnes comme vous et moi qui postent leurs photos, en fait. Et on les a jamais payées et elles ont acheté leurs chaussures. Et c'est pas du gifting d'influenceuse. Et voilà. Bah c'est bien si ça se fait de façon naturelle. Ouais, c'est super, au contraire. Et même, vous voyez, par exemple, on a Nabila qui a déjà porté nos chaussures et en fait, on lui a même pas offert la paire, quoi. On l'a jamais payé pour le faire. Ah ouais, alors que c'est quelqu'un qui se fait payer. Parce que on arrive un peu à enclencher ce cercle vertueux qui est en fait, où comme la marque elle est cool, et ben en fait, c'est cool de la porter et donc tu peux te poster en montrant ce que tu as acheté et voilà. Oui, maintenant vous êtes arrivé à ce niveau-là, quoi, en fait. Quand vous avez dû choisir des influenceuses, par exemple, oui. vous vous êtes dit, on prend une influenceuse qui a un minimum combien d'abonnés? Alors, on ne travaille pas du tout au nombre d'abonnés. Ouais. Enfin, pas du tout. Je m'explique. Donc, déjà, il y a des outils qui existent pour monitorer les influenceuses, des outils techniques. Oui. Il y a quelque chose, par exemple, qui s'appelle Hype Auditor. Donc, par exemple, il y a des outils comme ça. Enfin, il y a plein d'outils qui existent pour monitorer les communautés des influenceuses. Ça va te permettre de savoir déjà, en fait, donc, qui les suit. Parce que par exemple, je dis n'importe quoi, le nombre de followers, ça veut rien dire. Si vous faites un produit, moi je vends des chaussures pour femmes, oui. Par exemple. Si j'ai une influenceuse, on va prendre un exemple tout bête. On va prendre Chiara Ferragni, oui. D'accord, qui est la plus grosse influenceuse, voilà. Une personne comme Chiara, elle va avoir sur le papier, je sais pas combien de millions de personnes qui la suivent, mais déjà, quand tu regardes, t'as la moitié, c'est des hommes. Parce qu'elle est jolie, parce qu'elle se met en maillot tout le temps et que, voilà. Donc déjà, ok, mais moi, par rapport... Non, mais c'est très important de faire l'exercice. Bien sûr. Parce qu'en fait, si tu le fais pas et que tu t'en tiens juste au nombre de followers de façon un petit peu superficielle, t'auras jamais les résultats escomptés dans tes campagnes, en fait. Donc, faire cet exercice de voir. Donc déjà, à qui je m'adresse? Parce que si moi, je vends que de la femme ou je vends que de l'homme et que j'ai une influenceuse ou un influenceur qui est au final suivi par 70% d'hommes, au final, déjà, j'enlève ça dans son visitorat. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, les endroits où ils sont. Parce que parfois, tu as des blogueuses aussi qui ont beaucoup de followers, mais qui, en fait, disons que toi, tu as une distribution franco-française uniquement. Oui. Si la fille, elle est suivie par 50% d'Américains, 20% de Brésiliens, et qu'au final, les Français, ça fait 15% même pas de ses followers, au final, c'est toujours la même chose. Tu divises de ça les gens qui la suivent. Oui, oui. Donc voilà. Donc en fait, tout cette analytique, c'est très très important de le faire parce qu'en fait, tu vas dégonfler le chiffre virtuel que tu peux voir sur le compte Insta de la personne. Donc tu vas faire cette analyse. Ensuite, tu vas regarder donc aussi le taux d'engagement. La personne, elle a X milliers de followers, mais ensuite, par rapport au nombre de commentaires et par rapport au nombre de likes, quels sont les ratios. Toujours la même chose. Des fois, il y a des filles qui font des super belles photos et donc au final, tu les suis parce que t'aimes justement leur univers, leurs photos, etc. Mais dans le fond, elles rassemblent pas tellement. Et donc, les gens, ils les suivent, ils la suivent parce que c'est joli, mais ils likent pas tellement, ouais. Ils commentent pas tellement parce qu'elle ne répond pas beaucoup, et donc ça, voilà. Donc tout ça, ça doit rentrer en compte. Et mine de rien, l'influence, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui mérite beaucoup d'analytique. Et je pense que c'est d'ailleurs un des points sur lesquels beaucoup de marques ne font pas le job. C'est qu'en fait, c'est que tu le prends un petit peu en te disant, moi j'aime telle personne, et puis je vais leur envoyer des cadeaux ou je vais leur demander de travailler avec. Je pense que c'est à la marque de définir avec qui elle a envie de travailler. Oui. En fait, c'est vraiment à nous de regarder tout ce qui se passe sur la planète influence pour définir, moi par exemple, j'ai envie de travailler
alors pas dans mes objectifs. Donc vous voyez, par exemple, nous, il y a 3-4 ans, on s'est dit, ok, il faut qu'on rajeunisse la marque. C'est l'objectif cible. Donc, on a un pôle de 200-300 influenceuses avec lesquelles on travaille régulièrement. Et chaque saison, on le rafraîchit, on le revoit, etc. Et on s'est dit, bon, bah là, en fait, dans le pôle, on veut X dizaines d'influenceuses de moins de 25 ans, X% d'influenceuses qui ont de tel âge à tel âge. En fait, on fait vraiment une sorte de plan de collection des gens avec qui on a envie de travailler. Pour avoir, en fait, dans notre pôle d'influenceuses, toutes les filles qui vont pouvoir nous aider à atteindre l'objectif qu'on veut. Et après, donc par rapport effectivement au micro, macro, etc., c'est la même chose. On va dire, on a envie de... X influenceuses à plus d'1 million, X influenceuses à entre 500 et 1 million, X% de micro-influenceuses, etc. Mais pour nous, vraiment, l'idée, c'est pas forcément... en fait, la micro, nous, on va essayer de travailler un maximum du temps en gratuit, en fait, en faisant en sorte que les filles, elles aient envie d'acheter chez nous. Après, ou bien en les invitant à déjeuner, vraiment en créant des relations, parce que c'est des êtres humains, en fait, les influenceuses, c'est vrai, quoi. Et puis, c'est leur métier, donc au même titre qu'on peut créer des relations avec un prestat, on peut créer des relations avec... c'est ni plus ni moins que la version journaliste 3.0 du magazine, voilà, c'est ça, de la journaliste. Donc, moi, j'ai vraiment défini un plan dans lequel je veux X% de tel et tel pays parce que j'ai décidé de m'implanter dans tel et tel pays. Le fait, d'être sur les réseaux comme ça, et sur quel réseau en particulier, vous a vraiment permis de renforcer les ventes à l'étranger, et si oui, dans quel pays ? Alors donc oui, Instagram déjà c'est effectivement le point central. Moi je crois qu'on doit avoir à peu près entre 40 et 50% de visitorat étranger. Quasiment la moitié de ma communauté qui n'est pas française. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a switché en anglais. En fait avant on parlait en français sur l'Insta, puis quelques années on parlait en anglais parce que en fait la moitié de la communauté n'est pas française effectivement. Alors j'ai vraiment de tout. Là, pour le coup, c'est assez proche de mes ventes internationales, c'est-à-dire que je vais retrouver dans le top 5 les pays dans lesquels je suis la plus forte. Alors, évidemment, de la Belgique, parce que c'est juste à côté, oui. Voilà. Mais je vais aussi avoir États-Unis, Angleterre, Italie, Suisse, Allemagne, voilà. Alors, j'ai vu que vous avez fait le jeu concours avec Léna Situation, l'exposition avec Lily Rose. On peut citer comme ça, me donner des exemples de choses que vous pensez qui ont vraiment réussi pour vous ou qu'on peut mettre en avant? L'expo avec Lily Rose, là, c'est une galerie, donc là, c'était vraiment dans le monde de l'art, c'était quelque chose de pas du tout commercial, on était vraiment dans la création d'un univers et puis d'utiliser, en fait, toute la richesse, en fait, qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, mais je pense que donc ça, nous, on l'avait fait en physique, et en plus de ça, nous, sur Instagram, en fait, on a des rendez-vous toutes les semaines, tous les mois, sur lesquels, en fait, on va, tous les dimanches, par exemple, on vous parle d'une artiste qu'on aime. Donc, ça peut être une sculptrice, une peintre, etc., etc. Donc, ça, typiquement, c'est vraiment, c'est des rendez-vous réguliers. Après, pour nous, si je dois vous citer des éléments qui ont vraiment aidé à la marque, il y a, par exemple, on avait fait une collab on a fait des collabs avec plusieurs influenceuses. Une qui a été vraiment un très beau succès, c'était la collab qu'on a fait avec Adenora, Anne-Laure Maïs. Là, pour le coup, c'est aussi une influenceuse française hyper connue. Et donc là, je pense que vraiment, c'était la force de l'affinité. C'est-à-dire qu'elle était hyper affinitaire avec notre marque. On a lancé une collab qui était en plus en édition limitée, etc. On était en rupture de stock. C'était quoi, une collection en capsule, en fait, c'est ça que vous appelez une collab? Oui, c'était une collection de capsules de 12 références, sur laquelle, au bout d'1 heure, on était en rupture de stock sur au bout d'une heure Oui, vraiment. Ah, c'est dingue. On a planté les serveurs. Alors, c'était une très belle réussite. On en a eu d'autres. On l'avait fait, la toute première qu'on a fait, c'est avec Lisa Gachet, de Make My Lemonade. Alors, Lisa Gachet, ça nous a ouvert de nouvelles portes. Pourquoi c'était intéressant? Parce que c'était quelqu'un qui avait un univers très coloré, un petit peu plus foufou, on va dire, que Jonac d'habitude. Et donc, si vous voulez, on a testé ça avec elle en faisant une collection capsule. Et en fait, on a découvert qu'en fait, on avait la clientèle pour. C'est là que ça a été très intéressant. Donc, ça a aussi été un petit peu chez nous, en termes de DA, un déclic pour aussi se permettre plus de choses. Donc la collection avec Lisa Gachet, je la citerai quand même parce que c'est la première et qu'effectivement, elle nous a ouvert les portes
vers des nouvelles choses en termes de DA qu'on faisait pas forcément avant. Ouais. Donc celle avec Adenora, je la cite parce que en termes de chiffres, etc. Elle était magique en fait. On a vraiment fait des super résultats. Après, on en a fait une autre aussi. On avait fait une collab avec College Vintage. Alors là, c'était vers de l'international, mais c'était quand même très intéressant parce qu'en fait, on s'est rendu compte aussi que via l'influence, on a été capable de toucher. Donc College Vintage, c'est une influenceuse espagnole qui habite à Los Angeles. Oui. Et on a été capable de toucher. En fait, on a quasiment livré plus de la moitié de la collection aux États-Unis et en Espagne. Quasiment et en Espagne. Ouais. Et c'est les trois pour moi qui montrent quelque chose en fait. L'une parce qu'elle te permet de voir le produit qui peut changer, l'autre pour te voir la force de l'influence. Et la troisième sur la géolocalisation de tes clients. Il y a eu en effet les collections capsules, l'exposition. Vous avez fait aussi, je crois, une campagne collaborative. Oui, complètement. On a fait. Alors pendant le Covid, donc il y avait tout était fermé, etc. On a fait pendant le Covid, on a fait envoyer des paires. En fait, on a fait confiance à des influenceuses qui ont shooté elles-mêmes, toutes seules de chez elles. Oui. Pas du tout dans les conditions studio, on va dire, et qui nous ont fait des campagnes en fait. Et ça a fonctionné Ça a super bien fonctionné, oui. Ouais. Ça a très bien fonctionné, on a eu plein de bons avis, etc. Cet hiver, on avait fait aussi quelque chose d'assez sympa. On a fait des photos avec une artiste qui fait des 3D. Oui. Donc en fait, on a mis nos chaussures dans un univers de 3D. Mm-hmm. Ce qui a rendu des photos un petit peu lunaires, vous voyez, super original. Et c'est quelque chose qui a beaucoup plu. Donc même chose, hein, si vous voulez, à chaque fois, c'est pas forcément commercial. L'approche, elle est vraiment beaucoup plus globale en fait. L'erreur à ne pas commettre, c'est de penser que l'influence, c'est que tu parles à tes followers comme tu parles à tes clients. Pour moi, l'influence, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Il faut aller chercher des gens pour créer, si vous voulez, ce concept un petit peu de love brand, pour être apprécié par les gens, pour que la marque soit appréciable, pour faire découvrir l'univers de la marque. Oui. Et puis ensuite, si la cliente, elle achète demain, très bien. Mais si elle achète dans 10 ans, ce sera très bien aussi. Et même si dans le fond, elle achète jamais. Vous voyez, nous, par exemple, on communique et on booste nos campagnes même sur des pays dans lesquels on n'est pas. Mais c'est pas grave, parce que le jour où on ira dans ces pays, on aura déjà travaillé la clientèle via les réseaux sociaux qui nous connaîtront grâce à ça. Si vous voulez, Jonac, c'est une marque familiale. Nous, on a envie de s'inscrire dans le temps. On n'est pas en train... l'idée, c'est d'abord, on existe depuis 57 ans et puis on a envie que la marque, elle perdure, en fait. On a envie de créer quelque chose, une belle histoire qui reste. Et vous pensez aujourd'hui, en fait, que la communication digitale, c'est vraiment indispensable au développement d'une marque ? Pour moi, oui, ça l'est. Après, c'est toujours pareil. Tout dépend de la marque. Si vous faites, la prestation de service, c'est que vous adressez aux plus de 60 ans, forcément. Et dans les attentes de la jeune génération, j'ai vu sur différents sites qui disaient que ces 3 ingrédients sur lesquels ça repose, l'éphémère, le live et les filtres amusants. Dans l'éphémère, donc il y a effectivement l'immédiateté, tu fais des choses rapides, tu fais des choses là. Je suis assez d'accord. Le live, c'est une très bonne question. Pour moi, c'est un dossier ouvert. Moi, je suis testeuse, donc j'essaye. Pour l'instant, moi, je ne trouve pas que le live soit tellement incroyable. D'accord. Mais tout le monde te dit que ça doit l'être. Donc, à un moment donné, tu persévères. Par contre, je pense que la jeune génération veut du vrai. Pour moi, ça, c'est un point très important. Elle veut connaître un petit peu ce qui se trame derrière les choses. Donc, pour les marques, c'est assez important aussi d'être transparent. Après, elle veut du fun. Oui. Et ça, je pense que TikTok, c'est vraiment la preuve. Les jeunes veulent de la détente, en fait. Après, il y a un autre sujet qui est très bête. Oui. Mais moi, que je trouve important. C'est la musique. Avoir la bonne musique, sur les stories, les trucs comme ça? Oui, c'est ça. Ouais. Sur les reels, sur les stories, en fait, communiquer de façon musicale et communiquer. De toute façon, TikTok concrètement, il y a pas mille choses. C'est les danses musique, quoi. Oui. Le côté artistique danse musique,
le côté blague. Oui. Hein, tu fais des choses un peu drôles. Et après, donc le côté vidéo que tu passes, tu switches de l'une à l'autre. Donc c'était le premier point dont on parlait, éphémère, rapidité. Eh ben Super. merci. Voilà. Au plaisir. Eh ben merci beaucoup et Merci. je vous dis à très vite. Ouais, bonne fin de journée. Au revoir. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et encore bien d'autres. Plein de bonnes ondes pour la semaine.